bonsoir, répondez à ma voix. Dame, bonsoir, répondez après moi. Répondez avec moi. Répondez avec joie. Répondez avec foi. Répondez avec loi. Répondez avec joie. Yé Creek. Yé Mystic Creek. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour ne dort pas? Réveillez-vous du sommeil dont vous ne dormez pas, car assurément les mains de ma jactance satisferont l'appétit de votre fâles oreilles. Car si vous êtes des agoulougans fâles, mes paroles ne sont pas pour le ventre, mais nourriture pour les dents de l'esprit. Spirituel, manuel ou intellectuel, je suis homme actuel, toujours ponctuel. Certains disent utopique. Quelle sera la dernière critique dans ce temps où l'éthique philosophique pique un pied dans l'Atlantique, symbolique de l'infiniment petit qui voudrait cacher l'infiniment grand, comme l'arbre qui cache la forêt? Yékri! Yémistikri! Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, c'est moi que l'on crie l'homme précaution qui fait toujours très attention à l'extension de la pollution. C'est très dangereux l'intégration car cela peut nous conduire à l'invasion de l'affliction et sans doute à beaucoup de confusion. Mais nous pouvons choisir le chemin de l'émancipation qui nous ouvrira la porte de la réalisation de notre moi et de notre nous, car dans cette vie où la vérité n'est qu'une illusion, ce n'est pas une raison pour se laisser aller à la dégradation. Yékri! Cherche dans révélation, tu trouveras ta rédemption, tu auras une solution, tu pourras proposer ta participation à toute manifestation de la population soutenant l'évolution de la nation, car il n'y a pas de progression s'il n'y a pas de construction, mais tout part d'une bonne méditation. Yékri! Je n'oublie pas que mon peuple a connu la ségrégation, il a également connu la déportation dans des conditions pleines d'humiliation. Aujourd'hui, nous devons vivre la réconciliation. Ne croyez pas que je change de position, je vais toujours dans la même direction, me battant pour l'érection de la nation libérée de toute oppression, rejetant l'assimilation, n'acceptant jamais l'aliénation. Yékri! 1848, c'était la révolution pour l'abolition de l'esclavage et la libération de nos ancêtres, mais aujourd'hui, il faut que nous nous battions pour la réappropriation de notre histoire, de notre culture, pour la création et la réalisation de la fondation de notre nation et l'émancipation des futures générations qui sont pleines d'ambition dans la revendication de la réparation. Oui. Mesdames et messieurs, j'ai commencé comme ça, c'est juste pour mettre ma langue en mouvement. Avant d'entrer dans l'histoire. Yékri! Mais si les jeunes veulent connaître l'émancipation, il faut, comme on dit chez nous, grand coûter petite, petite coûter grand. Que les grands écoutent les petits, mais que les petits écoutent aussi les grands. Écoutez cette histoire, mesdames et messieurs. Une jeune fille, pauvre, sa mère si pauvre qu'elle ne pouvait pas l'élever. Alors sa mère l'a emmenée à la campagne pour que sa grand-mère puisse l'élever. Sa grand-mère lui a donné un surnom. Sa grand-mère l'a appelé Ma Beauté. Et sa grand-mère lui disait, ma beauté, ma chérie, si tu passes dans la rue et que tu vois quelque chose par terre qui ne t'appartient pas, ne le ramasse pas. Tout ce qui ne t'appartient pas, ne t'appartient pas. Ne t'y intéresse pas. Intéresse-toi à ta propre beauté intérieure. Oui, maman Doudou. Et elle a grandi. Et un jour, sa grand-mère qui allait régulièrement au marché lui dit, aujourd'hui je ne peux pas aller au marché, tu vas me remplacer. Tu vas descendre vendre au marché, tu vas prendre l'âne. Lorsque tu as fini de vendre, tu récupéreras l'argent et tu vas m'acheter de l'huile, de l'ail et du sel. Oui, bonne maman. Et elle est partie au marché. Et elle a vendu tous les légumes au marché. Elle a acheté l'huile, l'ail Et du sel. et du sel. Elle est remontée sur l'âne et elle a repris la route. Elle allait tranquillement, tac, tac, au rythme de l'âne. À un moment, elle arrive et elle voit une vache, mais une grosse vache, en train de boire dans un puits énorme. Et le puits l'intéresse, parce que le puits a été sculpté par la main de l'artiste le plus fin, le plus raffiné, le plus génial de la planète. Elle se dit, mais comment quelqu'un peut donner à boire à un animal comme cela dans un puits? Elle descend, elle renverse l'eau, elle récupère le puits et elle met le puits sur l'âne. Et elle continue ce chemin. Au bout d'une demi-heure, le puits se met à chanter ma beauté, ou belle ou jolie, ma beauté,
ou belle ou jolie. Ma beauté, ou belle ou jolie. Alors, elle est intriguée. Comment ça, le couille se met à chanter? Elle jette le couille se casse. Et elle continue. Elle part à toute vitesse sur son âne. L'âne commence à chanter. Ma beauté, ma beauté, ou belle ou jolie. Elle descend de l'âne et elle se met à courir. Elle court. Sa robe se met à chanter. Ma beauté, Qu'est-ce qu'elle fait? elle enlève sa robe. Elle enlève sa robe et elle se met à courir encore plus vite. Sa peau se met à chanter. Ma beauté, ou belle ou jolie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrache la peau. Elle s'arrache la peau. Pendant qu'elle court, elle s'arrache la peau. Elle s'arrache la peau. Ses ongles se mettent à chanter. Ma beauté, Qu'est-ce qu'elle fait? elle s'arrache les ongles. Elle s'arrache les ongles. En courant, elle s'arrache les ongles. Elle est toute essoufflée. Ses cheveux se mettent à chanter. Ma beauté, belle ou jolie. Ma beauté, ou belle ou jolie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrache les cheveux. Elle arrive devant un arbre énorme. Elle regarde l'arbre. Elle regarde derrière elle. Elle voit que le bœuf est en train de la suivre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte au sommet de l'arbre. À ce moment-là, sa grand-mère, divinement avertie, se dit « Ma fille est en danger ». Elle prend sa canne, elle monte sur sa canne, elle chevauche sa canne comme un cheval, et elle arrive au pied de l'arbre. Et arrivée au pied de l'arbre, elle retrouve une petite phalange de la petite fille qui lui raconte l'histoire. Grand coûtait petite, petite coûte les grands. Que les grands écoutent les petits, et que les petits écoutent les grands. Yépi! Yépistikri! Mesdames et messieurs, je me faisais un plaisir de venir à Rumeurs-Urbaines. Je disais, j'avais pas l'occasion de compter en région parisienne, ça me fait une occasion de venir compter en région parisienne. C'est un honneur pour moi de partager avec cette équipe. Je ne connaissais pas Pauline, mais la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, comme si on se connaissait depuis 20 ans. J'ai dit bien, je viens à Rumeurs-Urbaines. Mais pour venir à Rumeurs-Urbaines, il faut quitter la Martinique et arriver jusqu'ici. Et pour arriver jusqu'ici, il me faut prendre un avion. Malheureusement, le jour du départ, je suis arrivé en retard. Quand je suis arrivé en retard à l'aéroport, il y a toujours une solution. Heureusement, juste à l'entrée de l'aéroport, il y a une marchande de cacahuètes. Alors j'ai acheté un cornet de cacahuètes, comme ça se fait souvent chez nous, et je me suis mis à manger des cacahuètes. J'ai mangé des cacahuètes, et j'ai gardé... Les cacahuètes sont dans quoi, mes enfants? Dans une coque. J'ai gardé toutes les coques, et avec toutes les coques, j'ai fait un avion. Je me suis embarqué dans l'avion et je suis venu ici. Et lorsque je suis arrivé, m'ont dit, il y a un conteur catalan qui vient, qui va raconter Elle et mon genre. Et je suis allé au spectacle. Et l'on m'a parlé d'un rêve. Et lorsque je suis sorti au spectacle, j'ai fait un rêve. Moi aussi. Un rêve extraordinairement extraordinaire. D'ailleurs, c'est un rêve dans l'impossible. Mais j'ai appris depuis qu'impossible n'est pas français. C'est un rêve affreux, dangereux, ténébreux, désastreux. Il ne fallait pas être peureux, prétentieux, ni paresseux, mais courageux, tempétueux, aventureux, aimant les rêves bleus lumineux. C'était un jour qu'il faisait nuit noire en plein midi. Des éclairs obscurs zébraient une absence de ciel, le tonnerre grondait en silence, l'ombre d'un vent discret soufflait violemment, tandis qu'une fine pluie sèche brûlait la terre. Assis horizontalement sous un arbre inexistant, sur une chaise fantomale sans pattes, j'assistais à cet étrange spectacle quand retentit le bip-bip de mon téléphone télépathique. À l'autre bout, la voix caverneuse d'une femme qui se propose de venir me rejoindre. Ah!
J'imaginais déjà une femme jardin, avec le visage plus ravissant que le sourire de l'aurore, avec des paupières en pétales de rose, des arcs-en-ciel de cils, des yeux cristaux de vérité, habillée toute de lumière, avec des mains de tendresse amoureuse, avec des os civilisés jusqu'à la moelle, avec un cœur de pain de vie et de sang d'une épousaille véridique. Lorsqu'elle m'apparut, tout son corps était recouvert d'une longue chevelure rebelle qui lui servait de vêtement. Elle secoua ses cheveux pour laisser apparaître son visage d'une beauté cadavérique. Ses yeux, deux puissants fonds, dans lesquels plus d'un avait dû se noyer. Ses lèvres ouvertes d'angoisse désaffectée laissaient apparaître des gencives édentées. Elle me fit un timide sourire chauve. Elle ouvrit la bouche et je vis au fond de sa gorge, derrière les vallées de la peur et les tunnels de l'angoisse, les courants chauds de la désespérance, charriant un sépulcre moyenâgeux, on distinguait assis sur son trône l'abomination de la désolation. Je voulus tourner la tête, mais elle me sortit sa langue plus noire que la semence de l'Érica sur la virginité bleue de la mer. Son cœur était plus profond et plus impénétrable que le fond de l'océan. Son ventre était enivré de désespoir. Et ses jambes, d'une infernale grandeur, à l'exacte mesure inverse du plus haut gratte-ciel de Kuala Lumpur. Elle m'offrit quelques fruits savoureusement amers du jardin de son cœur et une coupe de vin de son impudicité. Dans ma bouche, le vin était plus doux que le miel, mais il remplit mes entrailles d'amertume. Devant la beauté de cette femme belle comme un suicide, mon cœur défaillit. Je m'approchais désespérément à la vie. Je me sentis si inutilement indispensable que je m'allongeais à plat ventre sur le dos sur un lit qui n'avait ni matelas ni sommier. J'attrapai un gros livre 100 pages qui se trouvait à portée de ma main et à l'intérieur duquel il y avait un journal non imprimé vendu 2 jours avant sa parution. Je commençais à le lire à la lueur d'une bougie éteinte quand brusquement une tête sans corps sortit d'une page de mon gros livre 100 pages. Sans ouvrir la bouche, elle me dit, toi qui cherches la connaissance, sache que tout s'oppose par le milieu et se rejoint par les extrêmes, car le cœur de l'action, c'est le repos, le centre de la force, la mansuétude, la plénitude du néant, c'est l'être, le cœur en son milieu est amour, l'amour en son centre est vérité. J'étais si effrayé que je refermais précipitamment mon gros livre sans page, mais la tête sans corps était toujours là, devant moi. Alors je me dis à moi-même, que faire? Et la tête sans corps de me dire, criez, que crierai-je, lui dis-je? Et la tête sans corps de me dire, va et dis, Jérusalem, cité de la paix, où habite le peuple de la joie, j'entends à ton sujet des bruits et des rumeurs. Tu aurais laissé tes chants d'allégresse et mis ta foi dans le crépitement des armes et l'abomination de l'invective. Je ne savais que faire, alors ma voix se substituant à ma volonté hurla, raconte-moi une histoire. Et la tête sans corps de me dire, c'était très précisément le 113e jour de l'an 1313. 13 jeunes vieillards escaladaient une descente à pic, tandis que 13 autres descendaient et montaient à tombeau ouvert. Chacun d'eux avait sur la tête une torche de fumée surmontée de 10 planches d'eau. À minuit, sans se décharger, ils s'asseyèrent sur un banc horizontalement circulaire autour d'une table faite de toiles d'araignée sur laquelle reposaient 2 lourdes chaudières. Un jeune vieillard de 99 ans se leva et dit, Yahi, si tu nous contais la petite histoire que tu connais si bien, que tu comptes si mal et que je n'aime pas entendre. Yahi, qui était debout, se levait, il chercha partout sa pipe qui était dans sa bouche, dans un trou dedans, il la trouva, il la bourra, la mangea, puis l'alluma dans un verre d'eau glacée, sans rien dire commença. C'était un jour, alors que le soleil en son zénith illuminait la terre d'une lumineuse couleur sombre. Il faisait si froidement chaud que j'attrapais la fièvre dans le gros orteil, une migraine dans le bas-ventre et une colique pas possible à la tête. Pour mieux marcher, je dus mettre mes 2 pieds dans la poche avant de ma chemise veste et je me précipite chez Compère Tortue, gadette affaires de renommée mondiale, depuis que sa publicité paraît dans le journal local, quand dans une 4 croisée, je bute sur 2 chiens faits. À ma vue, leur absence de poils se dressèrent. Je saisis automatiquement par le bout du milieu mon coutelet aiguisé comme une lame de rasoir. De l'autre main, je dégainai ma kalachnikov miniature chargée de 2 dangereuses grenouilles mouillées. Et je fis feu, pof, pof, je tuai les 2 chiens faits. Soudainement, le feu embrasa leur absence de poils. Heureusement, il y avait tout près, aux 13 impasses des incendies, une caserne de pompiers. Leur chef, qui n'avait ni bras ni jambes, accourut
donnant des ordres de sa voix muette, suivi par une cohorte de pompiers manchots avec leur lance à essence. Ils éteignirent le feu une demi-heure avant qu'il ne fût déclaré. Mesdames, Messieurs, quand je suis sorti de ce rêve, j'étais sans dessus-dessous. Qu'est-ce que je suis venu faire à Rumeur-sur-Peine? Mais heureusement que je dors toujours avec un petit carnet dans la poche arrière de mon pyjama. J'ai pris mon petit carnet, j'ai ouvert mon petit carnet, j'ai écrit mon rêve dans mon petit carnet, j'ai dit ça peut toujours servir. Je suis rentré dans mon petit carnet, j'ai refermé mon petit carnet, j'ai remis mon petit carnet dans la poche arrière de mon pyjama et je me suis rendormi en paix. C'est vrai, vous avez raison. Ça doit être difficile de dormir dans un carnet qui se trouve dans la poche arrière de votre pyjama. Bon. Chez moi, je ne m'étonne de rien. Ma petite sœur Adolphinette, elle dort tous les soirs avec ses lunettes pour mieux voir ses rêves. Le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit, je ne pourrais jamais compter à Rumeurs urbaines. Alors j'ai été obligé de prendre un billet, de descendre en Côte d'Ivoire pour rencontrer Adama. J'ai dit, Adama, je dois aller compter à Rumeurs urbaines, mais je ne pourrais pas compter. Alors viens avec moi et tu compteras à ma place. Et c'est comme ça qu'il est venu ici aujourd'hui pour compter pour vous ce soir. Merci.